387e épisode des Technos, enregistré le 2 février 2023, avec, ça va être reposant pour moi, deux individus qui portent le même prénom, à savoir Sébastien et Sébastien. Voilà, ils sont présentés. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. Celui qui rit, commence à dire bonjour. Bonjour. Celui qui rit pas, ou qui rit dans sa barbe peut dire bonjour également, Sébastien. Bonjour, bonne année. Non, trop tard. Ah, Donc voilà, ça c'est le décor, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, c'est une revue de presse concoctée par ces deux garnements. Ils ont pointé pour nous quelques news qui leur paraissent intéressants à partager, sur lesquelles il y aurait quelques idées à peut-être à développer, ou une opinion à développer, ou peut-être vous faire réagir. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le faire en commentaire sur notre site, lestechno.be, ou sous notre vidéo, c'est-à-dire sur notre chaîne YouTube, puisque nous sommes également visibles. C'est un podcast qui est filmé, vous le savez, depuis toujours, et vous pouvez nous voir aussi sur YouTube. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais rien de spécial en plus, finalement, parce que là j'ai déjà tout dit. Donc, bonne année. Non, pas là non plus. Ou alors 2024, mais elle sera sans doute meilleure d'ailleurs. Première lettre de notre abécédaire. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous dise aussi. C'est un abécédaire. C'est-à-dire que c'est un abécédaire. Voilà, c'est comme ça. La lettre C. Voilà. C'est comme... tiens, mais qu'est-ce donc ? ChatGPT, comme si on n'avait pas encore beaucoup parlé ces derniers temps. Toute la presse s'y est mise. Ça devient presque agaçant, tellement tout le monde s'y met. Ici, on va vous parler d'autre chose, un petit peu plus technique, avec Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. On va parler d'une machine virtuelle dans ChatGPT. Ouais, je m'étais promis de ne pas parler de ChatGPT dans le podcast Le Techno, donc je suis désolé, Marc, Sébastien. Il en parle dans tous les autres podcasts. Ouais, justement. Si, j'en avais parlé en novembre, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en parlait à l'époque. C'est vrai. Là, j'ai entendu, c'est une parenthèse, j'ai entendu le truc pire du pire. C'est sur une radio publique, une journaliste qui a fait une interview de ChatGPT. Bonjour, qui es-tu, etc. Ils ont tous essayé, ils ont tous fait ça. Là, incroyable. Ouais, bref, ils sont tous très émus de tout ça. Enfin voilà, c'est magnifique. J'ai quand même vu une news qui me fait parler de ChatGPT aujourd'hui. Il y a une espèce de machine virtuelle dans ChatGPT, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais on peut demander à ChatGPT de démarrer un environnement de ligne de commande et d'exécuter des commandes qu'on lui donne et de donner les réponses dans... c'est comme si on ouvrait un terminal dans ChatGPT et on commence à taper des commandes et ça ressemble à un environnement Unix, plutôt Mac, enfin je vais vous expliquer pourquoi. Donc comment ça commence ? Vous prenez ChatGPT et j'ai dit à ChatGPT, je veux que tu te comportes, je l'ai dit en anglais, j'ai mon truc sous les yeux, j'ai fait ça cet après-midi parce que je l'ai testé, je l'ai lu ce matin dans une pièce de news qu'on vous rapporte, dont vous allez trouver les liens évidemment dans les notes du podcast, mais j'ai testé et ça marche vraiment. Donc on lui dit, je veux que tu te comportes comme un terminal Linux. Je vais taper des commandes et tu répondras avec ce que le terminal devrait montrer. Je veux que tu répondes uniquement dans un terminal, dans un l'output terminal, dans une boîte noire et rien d'autre. Ne pas donner d'explication. Ne pas taper de commande, sauf si je te dis de le faire. Si je dois te dire quelque chose en anglais, je le ferai entre des parenthèses, curly brace, des accolades. Et ma première commande, c'est PWD, password, pour ceux qui connaissent la ligne de commande sous Linux ou sur Mac. Et il me répond, comme si j'étais dans un terminal, /home user. Bon, bien. Alors j'essaye ls pour voir quels sont les fichiers et il me répond desktop, document, download, music, picture, public, templates, vidéo. C'est ça qui me fait que ça fait penser un peu Mac parce que download, music, picture, ça ressemble très fort à Mac. Ouais. Alors j'essaie un truc plus compliqué. Je fais find .name étoile, donc c'est un moyen de récursif de trouver tous les fichiers. Il y en a pas, il y a que ces directories là. Je fais un ls-al pour voir sur quel utilisateur je suis connecté, pour voir la taille des fichiers, des directories, les dates. Et tout ça, ça marche et c'est assez bizarre. Je lui dis de créer un fichier, donc touch est le nom du fichier. Il me le crée. Si je refais un ls, je vois que ce fichier apparaît. Alors j'ai fait le truc le plus compliqué. Je me suis arrêté là. J'ai fait VI. Et le nom du fichier que je viens d'ouvrir, et là il me fait un écran noir, rien, comme si c'était VI ouvert. Alors je me suis dit, je vais taper les commandes que j'aurais tapées si j'étais dans VI. Donc je tape I pour insérer, Hello World, et puis je vais faire la chose la plus compliquée en informatique, c'est taper la commande pour sortir de VI. Donc j'ai tapé 2.wq,
Et là, il me redonne une boîte noire. Je me dis, est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis, je lui demande d'afficher le contenu de ce fichier que je venais d'éditer dans VI. Cat, c'est le nom du fichier. Et paf, il me met le contenu que j'avais bien mis dans VI, comme si VI fonctionne. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme runtime là-dessus? Donc, j'ai tapé Docker-version. Il y a un Docker 19.03. Java -version. Il y a un Java 11, un peu vieux, mais bon. Pourquoi pas? J'ai essayé de taper une commande AWS pour voir mes buckets S3. Il me dit quand même que j'ai pas d'access key, secret key, ce qui est rassurant, parce que s'il m'avait sorti la liste de mes buckets S3, j'aurais eu très peur. Oui. Il a une version Python 3.8, je sais pas ce qu'on peut en faire, mais enfin voilà. Alors, est-ce que... En fait, la question que je me pose, et pour laquelle j'ai pas la réponse, est-ce que il interprète vraiment les commandes que je lui donne et il a compris ce que je veux faire, donc il passe les commandes à un vrai terminal ou quoi, et il me rend l'output de ce qui tourne sur ce terminal-là, ou est-ce que il a ingurgité suffisamment de texte pour savoir que quand je tape Java -version, pouf, il doit me répondre un prompt Java cohérent. Est-ce qu'il a vraiment lancé un process Java? Je n'ai aucune idée. L'article que j'ai mis dans le lien du podcast va plus loin, parce qu'on peut faire des curls, donc la commande pour aller chercher une URL, et le monsieur fait un curl sur l'API de ChatGPT lui-même. Donc il demande à ChatGPT de s'appeler lui-même pour se poser des questions. Alors, si j'ai bien compris le fonctionnement enfin la base du fonctionnement de ChatGPT, c'est que ce que répond la machine est toujours ce qu'on attendait là en fait. C'est-à-dire que c'est quel sera le mot le plus évident après celui-ci. Oui, c'est ça. C'est un générateur de suite voilà. De mots, de phrases. Qui peut l'amener à dire d'énormes couillonnades. Hein. Avec beaucoup d'assurance. Avec énormément d'assurance. Moi, j'ai vu quelqu'un, par exemple, demander comment on ramassait les œufs de vache, par exemple. Ouais, avec beaucoup d'assurance, la machine répond il faut être précautionneux parce que la coquille n'est pas tout à fait la même que sur un œuf de poule, donc faites attention, machin, etc. Donc, très logiquement, voilà, il vous affirme des trucs complètement fous. Voilà, ou des maths. 6500 oui. Et quelques fois 2000 et quelques. Il donne une réponse qui est incorrecte et on lui demande tu es sûr? Oui, ça fait bien ça. Un autre exemple, on demande si c'est bien raisonnable qu'un médecin travaille pendant 24 minutes d'affilée. Lui, dans sa logique, 24 est associé à heure, donc il dit ah non, c'est beaucoup trop dangereux de travailler 24 minutes d'affilée. Mais ici, ça va un coup plus loin dans l'inception. Est-ce qu'il répond à ces commandes qu'on tape par des choses qu'il a vues ailleurs et donc il remet des suites de mots probables parce que tous les outputs des commandes que j'ai tapées sont corrects, c'est cohérent. Un vrai système aurait fait la même chose. Alors est-ce qu'il a été programmé, parce que là c'est plus de l'apprentissage, est-ce qu'il a été programmé pour comprendre les commandes d'un terminal et simuler un terminal peut-être, ou est-ce que c'est le résultat du modèle de l'entraînement du modèle qui génère ces suites de texte? Je sais pas. C'est assez intéressant. Et le monsieur dans l'article, pour terminer, utilise curl dans ChatGPT pour appeler l'API de ChatGPT avec la phrase du début ouvre-moi un terminal où je peux te taper des commandes pour relancer un terminal ChatGPT dans le terminal. Dans ChatGPT. Le terminal. Ouais. Bienvenue dans Inception. Ouais. Quelqu'un l'avait d'ailleurs fait remarquer parce qu'on partage évidemment cette veille, vous le savez, sur les réseaux sociaux et en particulier sur Mastodon. Et sur Mastodon, l'article avait été commenté par un de nos followers. Je sais pas si on dit ça comme ça chez Mastodon, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui nous suit. Et donc voilà, c'est pour ça que l'avis de l'autre Sébastien sur cette question particulière. C'est un mastodonte, c'est facile. Donc qu'est-ce qu'il en pense, Seb? Voilà, moi je suis pas plus motivé que ça. Je t'avoue, je l'ai même pas essayé. Voilà. Ça m'a fait. C'est comme diraient certains, je vais le ChatGPT. On en parle tellement que ça m'en a touché une. Ça gonfle un peu. Ouais. Mais moi j'ai eu la même chose, mais après avoir un peu chipoté avec. J'ai eu cette chance entre guillemets. J'ai un peu chipoté avec et après à un moment donné, j'ai plus envie. Ça m'énerve parce que c'est amusant au début. Il y a un côté ludique à essayer de voir comment ça fonctionne, à poser des questions. Elisa, c'était amusant, mais il y a dans les années 90 sur BBS, tu vois. Oui, c'est des trucs comme ça. Oui. Mais ici, franchement. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, c'est plus inquiétant qu'autre chose quand on voit le type de réponses qui sont données et que certains pensent, parce qu'évidemment on met ça entre les mains de monsieur et madame tout le monde, alors que c'est pas quelque chose d'abouti, faut être honnête, et les gens boivent les paroles de ChatGPT maintenant, c'est hallucinant quoi, donc voilà. Ok. Ce truc qui me fait réagir, je trouve ça étonnant, ça j'ai vu quelques articles, de la manière dont des Microsoft, des Google se sentent menacés par ce type d'outils et à quel point en un coup, alors qu'ils sont en train de licencier comme des porcs,
Ils disent on va engager des gens pour faire des outils pour ça. Alors Google investit, et ils sont d'ailleurs en train de tester leur version, entre guillemets, parmi le personnel chez Google. Microsoft investit dans ChatGPT, puisqu'ils vont intégrer la ChatGPT 4 dans Bing, normalement cette année-ci encore, dit-on. Donc voilà, ça m'étonne, je veux dire, mais bon voilà. Voilà. Donc affaire à suivre, ça c'est sûr et certain, mais en gardant un œil critique évidemment sur cette affaire. La lettre C toujours, mais cette fois comme covoiturage, Sébastien, on va parler de Lyon qui veut surveiller un peu mieux le covoiturage sur autoroute. Pourquoi donc ? Alors, je connais Lyon que par l'autoroute qui traverse Lyon et on est resté bloqué tout le temps. Le tunnel, là. Ouais. Le tunnel, où j'y ai passé des heures en gamin. Néanmoins, le M6, le boulevard urbain M6, M7, ça doit parler pour des Lyonnais, ou la zone entre Dardilly et Pierre-Bénite. Voilà, c'est des morceaux de route qui sont normalement réservés au covoiturage. Alors apparemment à Lyon, ils ont pour ces morceaux de route ou d'autoroute réservés au covoiturage, ils ont un affichage qui indique attention, cette voie ou ce morceau est réservé au covoiturage, comme ça se fait aux États-Unis, où en général tu as la bande tout à gauche qui est réservée à ceux qui ont au moins 2 personnes dans la voiture. Et ici c'est le même principe, c'est au minimum 2 personnes dans la voiture, sauf que dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du panneau et qui sont tout seuls sur la voie de covoiturage, et ça semble énerver les politiques locaux. Ils disent on va trouver une solution, et leur solution, c'est pour ça qu'on en parle, c'est une solution qui est a priori une des premières fois qu'on voit ça sur la route, c'est des caméras thermiques pour essayer de déterminer combien de personnes sont réellement dans la voiture. Grâce effectivement à ces caméras thermiques, ils vont savoir exactement s'il y a 1, 2, 3 ou 4 personnes. Alors exactement, pas tout à fait, parce que les radars sont rarement efficaces à 100%. Et donc celui-ci n'est pas non plus à 100%, il faut que la marge d'erreur soit suffisamment faible que pour qu'elle soit acceptable. Si on a un gros Doberman par exemple sur le siège arrière, ça passe quoi ? Ça passe, ouais. Le Chihuahua, ça passe pas. Oui, c'est ça. Le Saint-Bernard, ça passe. Mais alors, tu l'attaches, tu lui mets la ceinture. Ça passe même trop. C'est ça. Poids lourd, vous n'avez pas le bon permis. mais oui, voilà. C'est juste des tâches de. Voilà, c'est des tâches, et ils vont détecter effectivement des masses de chaleur. Je pense pas que leur algo va aller beaucoup plus loin que ça. Ça me semble pas non plus hyper compliqué, c'est pas impossible à faire. Mais voilà, c'est la mise en place d'un certain contrôle sur les routes. Je suis pas spécialement positif, moi, personnellement, à ce genre de truc. Voilà, pour plein de raisons. Ici, il y a quand même les taxis, ceux qui ont certaines vignettes critères 0, donc les voitures les moins polluantes, en gros, bagnoles électriques, ils peuvent y aller tout seuls. Mais je trouve que sur ce point-là, on délègue un tout petit peu trop, parce qu'après on sort, c'est génial, la police n'a plus besoin de faire de contrôle vitesse, ou la police ne doit plus faire ça, et donc on peut faire contrôle d'alcool, etc. Alors c'est ce qu'on nous sort depuis des années en Belgique, contrôle vitesse, on met des radars tronçons, on était les premiers magnifiques avancées technologiques de pouvoir contrôler ces voitures sur des radars tronçons. Et donc effectivement on peut faire plus de contrôle d'alcool, mais ça fait plus de 25 ans que j'ai le permis, je roule quand même pas mal, je n'ai jamais été contrôlé pour de l'alcool au volant, donc apparemment on n'a pas encore mis assez de radars. Moi j'ai une fois contrôlé pour de l'alcool au volant en revenant d'une soirée, et à l'époque il y avait encore la gendarmerie, ça date pas d'hier, donc en Belgique on n'a plus de gendarmerie depuis un bout de temps, c'était la gendarmerie à l'époque qui vous arrêtait sur l'autoroute et qui m'avait braqué sa lampe de poche dans la figure en me disant vous avez l'œil qui brille, qui me dit le gendarme. Et je dis c'est normal avec la lampe dans la figure. Bon, circulez, qui m'a dit. J'ai eu très très chaud parce que je revenais de soirée quand même. Donc voilà. Mais c'est vrai que on n'est pas tous contrôlés parce que ça dépend aussi des horaires auxquels tu roules. Si tu roules pas le samedi soir, t'as moins de chances de te faire contrôler pour alcoolémie que si tu roules le lundi matin, par exemple. Tout à fait, je me suis fait contrôler une seule fois et c'était à 3h du mat en plein milieu des champs et tu vas apprécier parce que c'est exactement la même chose. J'étais avec une bagnole, une très vieille bagnole avec les fenêtres électriques qui descendaient mais qui ne remontaient plus, très vieille bagnole. Et ma copine de l'époque, à un moment sur la route me dit il y a des lapins.
Donc je dis bah oui, il y a des lapins, mais je roule, je vais pas nous tuer. Tu vois, et sois réaliste. Donc gentil comme je suis, je vois un chemin, je m'arrête, je monte, c'était à l'entrée d'un champ, et au moment où tu allumes les grands phares, tu vois les lapins tous disparus. Je vais essayer de faire très court, mais c'était très drôle. Oui, et donc je fais marche arrière, à un moment où je fais ma marche arrière, une bagnole qui va lentement, je dis quel couillon à 3h du mat, qui roule aussi peu rapidement sur la route, dégage, je rentre chez moi, je suis fatigué. Et donc il avance, et puis je retourne chez moi. Il va pas que 30 secondes après, une bagnole de flic arrive derrière moi, il fout les gyros. Puis, de nouveau, naïvement, je me dis, bah, il est con, il y a personne qui passe. Ça s'est pas passé comme ça, il a allumé la sirène, donc je me dis, finalement, c'est peut-être pour ma gueule, hein, donc je me suis arrêté gentiment. Évidemment, le mec frappe à la vitre, et avec sa grosse lampe de poche, donc t'as pas le choix, tu descends la vitre, je descends cette par vite, je suis encore dans les temps, je vais essayer d'aller sur la vitre. Et je descends la vitre, et là, le gars me demande, mais qu'est-ce que vous faisiez en haut du talus au niveau du champ? Ben là, je le regarde, je regardais les lapins. La tête du mec, il a pas branché les papiers du véhicule. Et donc on a eu un contrôle de fond en comble et on est reparti gentiment après, mais on n'a toujours pas fait de contrôle d'alcoolémie. Je suis toujours déçu. Ben voilà. Donc si vous êtes toujours à l'écoute, merci de continuer à suivre les technos, parce qu'évidemment cette anecdote n'était pas tout à fait... Oui, mais j'aime bien aussi, mais voilà, c'est un peu hors contexte, on va dire, pour le coup. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire que covoiturage, tu trouves moyen la perception entre guillemets du contenu de la voiture. En Belgique, puisque tu prenais cette référence-là, on a des caméras qui regardent également les gens qui sont au volant pour voir s'ils tripotent pas leur téléphone portable. Bon, la loi pour l'instant n'est pas encore été votée pour pénaliser les gens qui seraient pris. Mais en tout cas, on sait voir à l'intérieur des voitures maintenant avec ces fameuses caméras. Qu'en pense Sébastien, rapidement peut-être? Tu peux plus te tromper, tu peux plus jamais te tromper avec tous ces systèmes. Et donc ça devient d'une certaine manière, ça rajoute un stress. Oui. Tu fais la moindre erreur, t'es sanctionné. Enfin, en même temps, prendre son téléphone portable, c'est pas faire une erreur, c'est faire une connerie. Ça. Tout le monde sait très bien que c'est dangereux au volant. C'est pas juste par inadvertance, j'ai pris mon téléphone. Tu vas sanctionner. Tout dépend jusqu'où tu vas sanctionner, si t'as débordé un petit peu sur la ligne, si t'étais trop près du gars devant, etc. Parce que ça aussi, si t'es trop près, c'est une infraction. Oui, mais on parle pas de la même chose. Sébastien, l'autre, il paraîtrait, j'ai entendu dire, j'ai pas pu vérifier, qu'il y a des gens qui mettent un mannequin en siège passager pour passer à côté des systèmes de détection automatique. Avec une bouillotte. Tu mets un gros nounours, un truc sur le siège, de manière à ce que les systèmes automatiques par caméra. Branché sur l'allume-cigare, la seule raison d'encore avoir un allume-cigare dans la voiture. Une poupée gonflable. Oui, une poupée gonflable. Mais là, tu peux te faire arrêter pour d'autres raisons, par contre. Tu l'as vu. Si vous, de votre côté, évidemment, vous avez vous n'avez pas envie de vous faire attraper par une simple caméra, que vous préférez le bon vieux gendarme avec son sifflet et son bâton qui vous arrête et qui vous verbalise et avec lequel vous avez encore la possibilité à un peu négocier, ça m'étonnerait beaucoup, soyons clairs, dites-le nous en commentaire et on peut commencer un échange aussi d'anecdotes policières si vous voulez. Sur le lapin. Ça fera plaisir à Sébastien, ou sur les lapins. Eux comme émulateurs, l'autre Seb, on parle d'émuler, mais vous voyez les toutes vieilles calculatrices de notre enfance, ben oui, c'est un peu ça. C'est possible aussi ça, d'émuler des calculatrices. Oui, il y a déjà, enfin, c'est même plus qu'émuler, c'est vraiment faire tourner la ROM originale dans un système de machine virtuelle qui s'appelle MAME, je sais pas comment on prononce à l'anglaise, MAME, M-A-M-E, c'est un Multipurpose Emulation Framework, c'est un vieux projet, ça date d'il y a du siècle passé, ça a plus de 20 ans, et initialement c'était pour émuler des jeux d'arcade, on met la ROM d'un jeu d'arcade et ça permet de jouer à des jeux d'arcade, et l'Internet archive.org, un site web une fondation plus qu'un site web qui travaille pour la préservation de la mémoire électronique, vient de publier de Calculator Drawer, le tiroir à calculateur, à calculette, et donc ce sont des émulations de vieilles calculettes scientifiques des années 90. Il y a quelques HP, quelques Texas Instruments,
TI, comme on disait avec l'accent français à l'époque, TI, on devrait dire. Et donc, c'est packagé comme une application web, ça tourne dans votre browser, il n'y a rien installé. C'est fait avec WASM, donc ce système qui permet de faire tourner du code à peu près n'importe quel langage en JavaScript dans votre browser. Ça embarque l'émulateur. Je suis perturbé parce que je vois l'image que tu as à l'écran. Je t'expliquerai ce que c'est ça après. Ouais. Très surprenant. L'émulateur MAM, ça donne de la ROM originale du fabricant et ça donne une skin qui ressemble à la calculette d'origine. Alors je suis un peu déçu parce que les plus vieilles HP sont une HP 38. Moi j'avais la 32 qui était encore avant. Donc je retrouve pas mes gènes là-dessus. TI c'est un autre monde, je connais pas. Mais si voilà, comme il n'y a pas de Casio. Il n'y a pas de Casio non plus. Il n'y a pas de Casio, c'est plutôt les calculettes scientifiques, mais c'est vrai que Casio, il y en avait en Casio aussi. C'est très américain, Casio. C'est que les scientifiques. Donc il n'y a pas la TI-30 par exemple de Texas Instruments. De TI. Pour le moment, c'est que des scientifiques. Mais voilà, j'ai passé des heures et des heures sur une calculette quand j'étais à l'université, donc ça me rappelle des bons moments en RPN où on tapait 3, Enter, 2, plus pour aller très vite, pour faire des calculs sans parenthèse, des très longs calculs sans parenthèse. Et ça m'a rappelé un projet que j'avais fait parce que ma toute première application iOS en 2008 je crois, donc il y a 15 ans. En 1908. D'accord. Oui, en 2008, pardon. C'était un émulateur de ma HP 32. Alors, je m'étais pas foulé, j'avais pris la skin de la HP 32 et j'avais évidemment pas émulé toute la ROM parce que c'est des calculettes qui permettent de faire des dessins de fonctions, des trucs très compliqués de la programmation. Moi, j'avais fait juste plus fois moins divisé, mais en RPN. Parce qu'à l'époque, sur Mac, il n'y avait pas de calculatrice en RPN. Et quand on est habitué au RPN, c'est difficile de faire une addition en faisant 3 plus 2. Ça a l'air idiot de dire comme ça, mais je vous jure, passer 2-3 ans à faire des calculs sur une calcul RPN, vous aurez du mal à faire une addition simple après. Voilà. Si vous avez quelque chose à nous dire sur le mode de RPN. Tu avais publié ça le 21 août 2008, pour être tout à fait. 2008, et j'ai honte du site web et tout. Ça mérite d'être Internet Archive. C'est un bon vieux... c'est pas un WP, ça doit être un... C'était WordPress, je crois, à l'époque. C'est déjà un WordPress, ton vieux site? C'est bizarre. J'ai juste récupéré l'HTML, il n'y a plus de WordPress maintenant, c'est du statique. Mais j'ai récupéré l'HTML. Un bon vieux WP des familles, oui, effectivement. Ouais. Bref. Qu'est-ce qu'il en pense, Seb, de cette avancée technologique majeure? En fait, il y a un truc drôle sur le lien, c'est que c'est pas juste la calculatrice qui font tourner ces mèmes, c'est un émulateur qui est assez connu. C'est ce que j'ai expliqué. Ouais. Oui, c'est. Mais et donc tu peux le récupérer, tu peux faire ce que tu veux. Tu t'es pas obligé c'est pas limité à une calculatrice. Il y a plein de ROM autres que. Ah oui, bien sûr. Avec même, on peut lancer des jeux d'arcade, on peut faire des tas d'autres choses. Là, ce site web a packagé les ROM dans ton navigateur en WSM. Tu vois, donc c'est aussi assez amusant. WSM on a souvent de longues discussions là-dessus au boulot pour nous c'est la fin du la fin du front-end et du JavaScript, et donc là il y a la partie back-end qui se dit c'est génial, on récupère du vrai code qui va être propre pour le navigateur. Fontaine qui dit bah non, quand même encore envie, on veut plus, et donc on passe de chouette temps de midi là-dessus. Je vous invite tous à venir après 23 il n'y a pas de lapin. Il n'y avait pas de lapin pour le coup. On est bien. Non, mais ça fait longtemps que je suis pas venu. Moi, je suis. Bah oui, mais tu te lâches. Mais c'est à un moment donné. Ah bah oui, je me suis lâché ces dernières semaines aussi. Je vais faire un techno plus 2 en fonction des différentes catégories d'auditeurs. Ok, on a fait parce qu'on n'avance pas, les amis. 23 minutes, on a fait que 3 sujets. Il faut avancer. Avec la lettre N, comment ça, Nullflix. Sébastien, de quoi s'agit-il? C'est un Netflix en guerre contre le partage, mais à quel prix, ce partage? J'ai fait 8x8 64 et on est d'accord. Mais tu vois, l'imprimante, il faut d'abord l'allumer. Donc, j'ai essayé quand même, le calculatrice. Alors, Netflix, j'étais pas content. Et donc, j'étais pas content, j'ai mis Netflix. Voilà. Mais donc, ça fait des mois, voire des années qu'on se dit toujours, tu peux pas partager ton compte. Netflix va un jour te le couper. Et c'est toujours les trucs qu'on repartage en disant, un jour, Netflix va te tomber dessus. Ce qui a toujours été du flan jusque-là. Sauf que cette fois-ci, ils essayent vraiment d'aller chercher les derniers petits dollars qui manquent,
Et pendant quelques heures, ils ont publié sur leur site les règles qui allaient être appliquées, qu'ils ont retirées après. Hein. Pour le moment, c'est pas. Ils disent on l'a pas encore fait totalement aux États-Unis parce qu'il y a quand même pas mal de foin. Je vais vous expliquer les règles tout de suite. Donc, on peut toujours espérer que Netflix rétropédale, mais ça commence quand même à se dessiner tout doucement. Et cette fois-ci, c'est donc pas totalement quelque chose qui vient de science-fiction. Ça a réellement été publié sur le site de Netflix. Alors, qu'est-ce que eux ont imaginé ? Vous allez voir que c'est quand même con de chez con. C'est que chaque device qui se connecte à Netflix doit passer au moins une fois tous les 31 jours sur à la maison. Et donc, tu as une IP qui devient l'IP principale de Netflix, c'est ta maison. Et si tu n'es pas passé dans le mois avec ton iPad, ton téléphone, ton laptop ou que sais-je, que tu n'es pas passé là et que tu veux regarder Netflix à l'extérieur parce que tu es parti en week-end, eh bien, c'est mort. Il va te dire tu peux pas l'utiliser, sauf si tu demandes un code d'exception. Et alors, sur le site de Netflix, tu pourras demander un code qui, pendant 7 jours, va te donner accès à Netflix sur ton device. Et si tu exagères, eh bien, c'est fini. Tu peux passer à la case. Tu pourras passer à la case. Tu dois payer plus cher parce que tu partages ton abonnement. Ce qui est un peu couillon parce que quand tu réfléchis un tout petit peu, tu te dis oh c'est pas con, tous les devices passent à la maison. Oui, tous mes devices mobiles passent à la maison, mais quand je regarde Netflix à la maison, c'est sur la télé. J'ai mon téléphone avec moi qui a Netflix, j'ai une tablette, j'ai un machin et qui ont Netflix. Mais ils ne servent pas à regarder Netflix à la maison parce qu'à la maison, j'utilise mon boîtier Android, ma télé pour regarder Netflix. Donc, techniquement, ils ne se connectent jamais sur le même Wi-Fi sur lequel il y a mon compte Netflix officiel. Donc, c'est pas... Je sais pas comment réellement ça va pouvoir être défendu, comment ça va marcher, parce que toute personne qui utilise plusieurs devices ou une maison de vacances, hein, tu vas de temps en temps, oui. Tu vas l'avoir dans l'os, parce que ton boîtier Android qui est à des centaines de kilomètres de chez toi, ou même 1 kilomètre, tu ne peux pas à chaque fois le ramener tous les 31 jours chez toi pour dire je vais le connecter sur le même réseau. Tu vois, donc voilà, pour le moment c'est ce qui est proposé, c'est pas encore lancé. On peut toujours espérer un petit peu de rétropédalage, mais... J'ai un gros doute, moi, sur le rétropédalage à la Netflix, très honnêtement. J'ai pas l'impression que c'est le genre de la maison. Qu'en pense Sébastien, l'autre Sébastien de cette... J'attends de voir, parce qu'on a tout entendu et son contraire. On a aussi entendu parler d'encore un premium, dire 2 € en plus par personne qui vivrait en dehors de la maison, des exceptions. Moi, j'ai un cas très concret. J'ai mon fils qui est en côte, il est pas chez moi. Est-ce qu'il faut payer pour lui? Enfin voilà. Et en plus, pas je pense, il est même pas sur le même pays en plus. Et il n'est pas sur le même pays en plus, évidemment. Donc Netflix va te permettre de le voir au moins une fois par mois. Il y a des cas légitimes comme ça? Non, parce que quand j'ai lu ça ce matin aussi, je me suis dit c'est pas grave, je leur mets un accès sur un VPN à la maison, ils se connectent une fois par mois sur mon VPN et voilà, ils seront leurs appareils, à part l'Apple TV qui elle ne permet pas de se connecter sur un VPN, mais sinon voilà, il y a des contournements possibles aussi, c'est pas très dérangeant. Donc j'attends de voir. J'ai toujours l'espoir qu'en disant comme je paye le maximum sur Netflix, peut-être qu'ils seront un peu plus tolérants avec ces abonnements-là ou qu'ils termineront par ceux-là avant les autres. Ceci dit, c'est un vrai problème pour Netflix. J'étais en Amérique latine et je l'ai vu de mes yeux vus. On achète des accès Netflix pour quelques dollars sur le trottoir. On reçoit une adresse d'un spreadsheet Google où on met les heures où on va regarder parce que on peut pas regarder à plus de X en même temps sur le même compte. Et donc voilà, c'est la manière normale dans certains pays d'accéder à Netflix, d'acheter un accès à son voisin ou quelqu'un dans la rue. Ouais. À un moment donné, on peut comprendre de la part d'une boîte dont la finalité c'est quand même de gagner de l'argent, de chercher en tout cas des solutions. Est-ce que c'est la bonne? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas d'en chercher pour éviter justement ce genre de dérive. Sébastien, pour conclure rapidement. Ouais, mais enfin, ils sont pas encore à plaindre. Ils ont rajouté presque 8 millions d'utilisateurs sur le dernier trimestre 2022. Les mecs ont quand même, un des plus gros panels d'utilisateurs. Je pense pas que ce soit vraiment à plaindre. Et ils ont des frais aussi, hein. Faut être honnête. J'entends, mais quand t'es en... c'est un long débat. J'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais pour moi, tant que tu fais du bénéfice, là-dessus, ici, il y a un peu de dérive, mais
est-ce que tu vas réellement réussir à couper tout le piratage sur Netflix en emmerdant tes utilisateurs normaux? Je suis pas sûr. Et t'as déjà d'autres tools où si tu veux, tu peux utiliser. Alors c'est des tools chinois, je vous les donnerai pas. Mais chercher sur Google, c'est pas très difficile. Et qui se connectent surtout, du Disney, du Netflix, etc. Et qui vont télécharger même le contenu pour toi. Donc t'as pas besoin d'utiliser Netflix. Si tu dis ce soir j'ai envie de regarder Blanche-Neige et les 7 nains, mais ce soir tu l'as et qu'il vient de Netflix. Donc des moyens de contourner ce qu'ils vont mettre en place, on a déjà parlé plein de fois. Oui, dans l'illégalité, on peut tout faire. On essaie ici de trouver des solutions légales. C'est ça l'idée. On n'est pas obligé de dire aux gens... Le VPN ne sera pas considéré comme légal. Vous n'avez pas les règles, arrêtez de les respecter. C'est pas un conseil à donner, je pense. Ça me semble assez mais est-ce que c'est ça que Netflix doit faire réellement? Ça, je suis pas certain. Ça, je sais pas. C'est de nouveau, moi, je suis pas client Netflix. C'est mon opinion. Discute-en avec eux. Envoie-leur un mail. Manifeste-toi. Peut-être que si vous êtes suffisamment nombreux à leur envoyer des mails, peut-être qu'ils diront, finalement, c'est vrai. Monsieur Sébastien a dit la vérité. C'est très con ce qu'on a fait. On revient en arrière. J'en sais rien. Peut-être. J'en sais rien. On a fait le tour de... tu sais. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas le jurer. M comme mode, l'autre Sébastien, quand les vêtements sont conçus pour ne pas être reconnus. Qu'est-ce que c'est donc cette histoire? Ouais, c'est la Fashion Week à Paris, alors je me suis dit que je devais parler de mode, évidemment. Non, c'est une start-up italienne qui s'appelle Capable, bien prononcé en français, Capable, ou Capable, je sais pas comment il faut le dire, qui crée des vêtements qui ont des patterns de couleurs et de formes, de manière à ce que les porteurs de vêtements ne soient pas identifiés par des algorithmes de reconnaissance de personnes. En gros, vous mettez 3 personnes devant une caméra avec un algorithme qui détecte la présence ou le mouvement d'une personne sur l'image. Typiquement, vous avez déjà vu ces images-là. L'algorithme dessine un petit rectangle autour de la personne qu'il a détectée. La personne se déplace, on voit le rectangle qui se déplace aussi. Eh bien, si une personne porte ce vêtement qui est un peu spécial dans la couleurs et dans les formes qui sont c'est un peu flash quoi, mais cette personne n'est pas détectée. Alors le journaliste qui a fait l'article en français parle de reconnaissance faciale. Évidemment, ça n'a rien à voir avec de la reconnaissance faciale, parce que si l'algorithme se concentrait uniquement sur les têtes, la tête n'étant pas couverte par le vêtement en question, elle serait reconnue aussi. Ici, on parle plutôt d'algorithme de reconnaissance de personnes. Le but, ça serait de pouvoir marcher en rue sans être reconnu par les caméras de surveillance automatique. En tout cas, dans un premier temps, je suppose que ça sera un jeu du chat et de la souris, et qu'il va y avoir une parade, et il y aura une parade, etc. Alors, ils ont mis quand même quelques années pour concevoir les patterns, tester ce qui était le plus efficace pour troubler les intelligences artificielles. Et une fois qu'ils l'ont conçu, ils ont eu un autre problème qui était la fabrication, parce qu'il faut apparemment des tissages extrêmement précis, extrêmement serrés, qui sont pas usuels dans l'industrie du textile, qui leur a mis un petit challenge complémentaire pour la fabrication, mais qu'ils ont réussi à contourner, puisqu'ils vendent ces vêtements maintenant. Donc cette start-up s'appelle Capable, avec un underscore entre le P et le A, Capable. Allez regarder les photos, si vous écoutez le podcast, allez regarder sur... je dirais pas que c'est joli. Non, c'est pas le mot, c'est clairement pas le mot. Ça me fait un peu penser, mais pour une toute autre raison, ce qu'on colle sur les nouveaux modèles de voitures avant qu'ils ne soient réellement publiés pour refaire les essais routes, machin, ça, pour que s'ils se fassent photographier pour casser les lignes, pour pas qu'on reconnaissent la voiture, etc. On leur colle comme ça des trucs avec des formes diverses et variées, des petits triangles, des carrés, etc. Ça me fait un peu penser à ça, donc c'est moche, en gros. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a un intérêt? Eux disent que oui. Est-ce que ça a un intérêt? Sébastien, casse-nous le truc. Non. C'est moche, ça me fait penser à un pull des iguales. Des quoi? Ça me fait penser à un pull des iguales. Et là, je vais mettre les 3 femmes qui nous regardaient à dos. C'est exactement la même chose. C'est plein de couleurs, ça pique les yeux. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus un coup marketing qu'autre chose. Hein. Je pense. C'est un truc de des iguales. Voilà, c'est ça. Ils sont de retour. Ok. C'est espagnol, si je ne me trompe pas. En plus. Oui, enfin, en même temps, ici, ça s'appelle Capable. Ici, c'est italien. Ici, c'est italien. Ok. Ouais.
Ok, d'accord. On peut voyager, hein, on est en Europe. Bien sûr. On est à la lettre P. P comme piratage. Sébastien, on parle de données des utilisateurs Google FI. C'est quoi Google FI qui sont dans la nature? C'est le XFI. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. C'est un MVNO américain. MVNO, donc réseau mobile virtuel, qui prend un opérateur classique, Free en France, Proximus en Belgique, et qui dit voilà, je vais mettre un truc Google dessus, et il sous-loue le réseau. Et donc ici c'est fait avec T-Mobile aux États-Unis. Donc voilà, et c'est un réseau comme un autre. Et donc le réseau a eu un petit souci via leur customer support, où effectivement un pirate est parti avec toutes les données de 37 millions de consommateurs post-paid, pré-paid. Donc ça, tu vois, Google Fi, ça a quand même son gros succès. 37 millions de données. Alors, pas de password, pas de trucs d'info de paiement, etc. Donc là, tout le monde est sauf, tout le monde est content. Oui, mais il y a quand même des trucs intéressants derrière, c'est qu'ils ont les numéros de téléphone. Ça, les numéros de téléphone, je veux dire... numéro de téléphone, c'est juste un truc incrémental. Si tu veux appeler à tout le monde, tu peux les avoir. C'est pas très compliqué, hein, les numéros de mobile. Mais il y a, avec le numéro de téléphone, le numéro de série de la carte SIM. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que Google a envoyé un petit mail à tout le monde pour dire, vous inquiétez pas. No problemo, on n'a pas pris votre mot de passe et vos trucs de paiement, ni les numéros de sécurité sociale et tout le bazar, on a juste pris vos numéros de téléphone et les numéros de carte SIM. Oui, sauf que grâce à ça, des petits pirates ont pu réussir à faire des transferts de carte SIM. Et donc, à partir du moment où tu utilises ton GSM pour de la double authentification sur des portefeuilles crypto ou des trucs comme ça, et c'est un utilisateur qui effectivement a reporté le cas en disant j'ai rien demandé, mais on a transféré mon numéro. Et bien effectivement, à partir du moment où tu as toutes les données, c'est ce qu'on te demande chez un opérateur, ton numéro de carte SIM et une petite signature pour dire oui, bien sûr, c'est bon, c'est moi. Eh bien, on peut transférer ton numéro à un autre sur une nouvelle carte SIM. Donc, voilà, Google est en train de regarder comment ils peuvent bloquer le problème et corriger le truc pour que s'assurer que avoir le moins de problèmes possible, mais c'est problématique. Ils sont encore avec des cartes SIM physiques ou c'est des eSIM parce que... Non précisé, mais vu le nombre et l'historique, je pense qu'ils sont encore avec du physique. Ouais, et corollaire, si c'était une eSIM, ce qui semble être de l'avenir de la carte SIM, de la virtualiser, est-ce que ça aurait mieux blindé le système ? Plus de sécurité. Non, je pense pas. Question, voilà. Ouais. Parce que ça pourrait très bien, ça s'est fait là, en l'occurrence, on en parle beaucoup parce que c'est Google et qu'ils ont beaucoup d'abonnés manifestement, mais ça pourrait se produire chez nous aussi du coup. C'est juste c'est parce que c'est juste un accord entre telco qui, à partir du moment où tu donnes suffisamment d'informations, ou même chez le telco tout court, accepte de transférer un abonnement. C'est pas sur la techno qui est utilisée, la carte SIM ou qu'elle soit plutôt la méthode c'est le manuel administratif derrière qui va dire j'accepte de le faire. Alors qu'il pourrait très bien blinder le truc beaucoup plus et dire non, ça on ne va pas par là, on trouve une autre méthode et voilà. Quoi. Qu'en penses tu dois le faire. Ouais, Seb, non. Rien de spécial, je connaissais pas Google Fi, donc merci, ça m'a donné l'occasion d'apprendre et de creuser. On n'a pas entendu parler trop de ça en Europe. Non, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Sur le postulat Google, qui est opérateur, enfin, facialement en tout cas pour les gens, opérateur télécom, ça a du sens. Sans doute qu'ils ont quelques goodies, des bics, des casquettes. Voilà. Je dis n'importe quoi, mais voilà, ça me semble assez logique qu'ils fassent leur beurre aussi là-dessus, quoi. Ils faisaient de la fibre à la maison aussi. Hein, à un moment donné, ils ont fait ça aussi, il me semble. Ouais. Non, ils ont des trucs et en général, c'est données illimitées. Enfin, leur but, c'était vraiment ça. Offrir vraiment casser le marché, quoi. Les meilleurs accès. Avoir des meilleurs accès, etc., etc. Ok, bon, ben voilà, fini pour ça, pour la lettre P. On passe à la lettre S, comme Sébastien. Non, comme Stream, Sébastien. On va parler de Watch Me Forever
en live, stream, grâce, on va en reparler, à GPT, à ChatGPT. Deux fois. Encore, oui, encore. Non, pas à ChatGPT, à GPT-3, qui est le modèle, d'intelligence artificielle, qui n'a rien d'intelligent, rien d'artificiel, comme on l'a déjà dit, mais qui est le modèle entraîné par OpenAI qui a fait ChatGPT. Donc, deux personnes ont repris ce modèle pour générer à l'infini, j'ai envie de dire, des dialogues de la série télévisée iconique des années 90, Seinfeld. Alors, si vous connaissez pas Seinfeld, c'est une série du début des années 90 qui met en scène Jerry Seinfeld lui-même sous son propre nom. Jerry Seinfeld est un comédien stand-up américain. On le voit d'ailleurs jouer la comédie dans la série, et c'est son métier, il est comédien. Et il passe une bonne partie de son temps à rien faire et à causer avec son voisin de palier et ses deux amis qui sont Kramer, Elan et George. Ce sont les quatre, si je me souviens bien. C'est la série qui parle de rien. Je vous mets au défi de résumer un épisode après où il se passe rien, mais c'était très très bien écrit. Moi, j'étais accro de Seinfeld quand j'étais plus jeune, et je regarde encore Seinfeld. C'est sur Netflix et c'est sur d'autres plateformes disponibles maintenant. C'est un peu vieilli, mais enfin bon, c'est toujours une bonne sitcom américaine. Bref. ChatGPT là-dedans, non pas ChatGPT, GPT-3 là-dedans. Toi aussi. On se fait avoir. Il y a deux mecs qui génèrent une infinité de dialogues et des images très pixelisées, genre jeu des années 70-80, et ils diffusent sur Twitch 24 heures sur 24 depuis la mi-décembre du Seinfeld qui ne finit jamais. Et j'ai regardé ça 10 minutes cet après-midi. Alors ça ressemble dans le format du Seinfeld. On voit des scènes où il est en train de faire du stand-up comedy. On voit des scènes dans l'appartement. On reconnaît l'appartement. On reconnaît les personnages. On reconnaît pas les voix. Les voix sont générées par de l'intelligence artificielle aussi, mais ça correspond pas aux voix. Ils auraient pu faire nettement mieux là avec les voix. Tout est généré par l'IA. Les plans de transition. Il y a des plans de transition où on voit les façades de maisons à New York avec quelque chose qui est censé ressembler à une ligne de basse comme il y avait dans la série originale. Enfin bref, allez sur Twitch un moment et regardez ça, et vous allez voir un pseudo simili Seinfeld où il se passe rien, où ça veut rien dire, mais enfin ça dans la série originale aussi il se passait rien et ça voulait pas toujours dire, c'était un humour assez absurde. Alors c'est pas drôle, ça c'est la grosse différence avec le vrai, mais ça nous ouvre encore une fois un petit œil sur le futur avec un meilleur entraînement, avec évidemment des graphiques qui sont bon là les graphiques sont vraiment basiques, mais aujourd'hui il suffit d'aller voir Avatar pour voir ce qu'on est capable de faire en animation graphique et en génération de voix. On peut faire des imitations à la perfection de quelques personnes avec quelques minutes seulement d'enregistrement de leur voix originale. Donc donnez-nous encore une dizaine d'années technologiques, de plus gros budget, des moyens, et j'entrevois un futur où on pourrait imaginer Netflix faire une chaîne Seinfeld ou une chaîne Friends avec des épisodes autogénérés dans le ton, dans le style etc. On parlait off avant d'enregistrer cet épisode de métiers qui pourraient disparaître dans le futur. Peut-être que, alors peut-être pas disparaître, mais il va changer, celui de scénariste, d'écrivain, etc. Qui peut, pour certains types de contenus, pourquoi pas se faire remplacer par des machines qui génèrent du contenu facile à consommer, bon marché, probablement pas cher à consommer aussi comparé à du contenu créé par humain. Quand on voit ce truc-là, d'abord c'est pas si mal fait. Enfin, c'est un beau proof of concept. Dans le choix graphique, c'est un choix graphique de le faire en 8 bits comme ça. C'est un choix graphique. Mais j'ai écouté les dialogues pendant une bonne dizaine de minutes. J'ai perdu 10 minutes de ma vie cet après-midi à regarder cette chaîne Twitch. Et on reconnaît. On reconnaît que c'est Seinfeld. On m'aurait pas dit que c'était Seinfeld. On m'a dit qu'est-ce que ça voudrait imiter. J'aurais dit ça ressemble à Seinfeld, à la série. Donc c'est intéressant à voir. Allez jeter un coup d'œil. C'est peut-être un premier pas vers un futur différent. Oui, enfin pas meilleur pour autant. Enfin, avis tout à fait personnel. Sébastien, un avis sur le concept. Écoute, on va commencer à préparer un logo. Ce podcast a été fait avec de vrais humains. Oui. Je pense que ce sera un label de qualité. Il faudra y penser. C'est comme pour le poulet.
Voilà. Avec de vrais humains. Dégueulasse, oui, poulet élevé au sol, qui a pu gambader dans les champs tranquillement. Non, enfin moi ça franchement ça me, alors je peux concevoir que pour quelqu'un qui a un profil tech, l'expérience et le développement de ce machin-là, c'est un côté jouissif derrière, mais in fine, c'est pas pour l'utilisateur lambda, je pense qu'il marche pas dans le coup, parce que même si les vannes étaient déjà un peu, comme tu le disais, c'était un peu n'importe quoi, il y avait quand même de l'humain derrière, et c'est ça qui faisait que c'était drôle. Ici, dès le moment où l'IA dit n'importe quoi, ça n'est plus drôle, parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a pas d'histoire derrière. Donc on peut demander, pour reprendre ChatGPT pour le coup, à raconter des blagues de Toto à la manière de qui tu veux, ce sera toujours que des blagues nulles ou déjà entendues 1000 fois, et il n'y a pas de créativité. Ce sera jamais drôle. Il faut être tout à fait d'accord. Plus le fait que l'humour, de manière générale, mais même l'humour humain, je veux dire, c'est quelque chose de segmentant. On rit pas tous de la même chose. Et donc voilà, et heureusement. Et donc moi, tu vois, parmi les boulots qu'on pourrait imaginer voir disparaître dans les années, les décennies à venir, suite à l'avancement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, même si elle n'est pas vraiment artificielle, elle n'est pas vraiment intelligente, je ne crois pas que le métier d'humoriste ou d'acteur ou de comédien soit le plus à plaindre. Non, c'était une provoque de ma part, mais l'idée d'avoir des canaux de contenu générés automatiquement en boucle, en streaming perpétuel, n'est pas nécessairement si idiote que ça. Enfin, je pense pas. Rendez-vous dans 10 ans. Bah oui, enfin, c'est ça. Après, on verra qui consommera ça, mais je ne serai pas du nombre. Ça, je peux te le dire. Qui regarde les téléréalités d'enfermement maintenant, oui, mais justement, je suis pas client non plus, donc voilà. C'est Sébastien. Je vois son regard se perdre vers l'écran. Il est captivé par l'image. Je pense pas les pixels. Oui, j'ai lancé le truc. Ce que je trouve assez dingue, t'as 16 000 personnes qui regardent là en live, ça marche. Oui, il y avait 15 000 personnes cet après-midi quand j'y étais. Je sais pas combien maintenant. Donc oui, même si toi et moi on n'est pas public. Mais non, mais j'ai pas dit qu'il fallait. Il y aura du public. Oui, mais il y a des gens sur TikTok aussi toute la journée. Donc, c'est pas une raison pour y aller. Il y a très très peu de gens qui écoutent les technos. Non, mais c'est une raison pour le faire, par exemple. Produire. C'est pas donc voilà. Oui. Tu vois, d'un point de vue commercial, c'est une raison pour le produire parce que tu te dis ça ne te coûtera rien et tu fais de l'argent. Oui. Donc, est-ce que tu peux l'empêcher ? Pour moi, c'est du même acabit que le gars qui avait imaginé, il générait juste des formes, des carrés blancs sur fond noir, et il en faisait des vidéos de, je pense que c'était 8 secondes ou 10 secondes, qui publiait de manière tout à fait automatique, qui est sur YouTube, et les gens allaient regarder cette petite vidéo parce qu'ils se demandaient, tiens, c'est bizarre cette vignette toute noire avec un carré blanc, et les gens y allaient, avaient un pré-roll, donc de la publicité, et le mec s'est fait $1 million avec ça. Parce qu'il a publié, je ne sais pas combien de centaines de milliers de vidéos de cet acabit-là, que ça a excité la curiosité des gens, et que voilà, sur un malentendu, ça lui a permis de faire des... Ça c'est le genre de truc que tu fais qu'une fois. Oui. Ça n'est pas à reproduire comme mode de fonctionnement. Bref, voilà. Chacun a donné son opinion. Vous pouvez donner la vôtre aussi, n'hésitez pas en commentaire, si vous le voulez, évidemment. On est à la lettre T comme Twitter. J'ai perdu ma conduite parce que je suis sur Twitch en même temps. Twitter, Sébastien, on parle de Twitter. Ah oui, on peut plus. C'est fini, l'API gratuite de Twitter, on peut plus poster des trucs, on peut plus. Ouais. Fini. C'est fini. À partir de février. Enfin, à partir du 9. Donc, c'est ça. Alors, on a une semaine pour trouver un autre boulot. Oui, parce qu'ils nous l'ont dit aujourd'hui. Oui. C'est ça qui est bien. Voilà. On est large, hein. 7 jours, on va trouver une semaine, et ça va. On va créer un réseau à nous et tout, avec plein de gens, et ça va marcher. Voilà. Et donc, tous les outils, mais tous, il n'y en a pas un qui va... Tous les outils sont cuits. Ouais. Ils vont tous devoir soit payer pour accéder à l'API de Twitter, soit abandonner Twitter. Voilà, en gros, ça c'est dit. Donc, quand notre cher Elon a dit il y a quelques mois qu'il était très gentil avec les développeurs et que surtout il fallait encourager l'API, ça allait rester, etc. Ah oui, il n'a pas menti, c'était resté.
mais il faut payer pour l'utiliser. Donc la plupart des apps que vous utilisez pour aller sur Twitter vont disparaître parce que voilà, maintenant il faut gagner de l'argent. Je ne sais même pas s'il faut dire beaucoup plus. C'est compliqué. Voilà. Je sais pas comment ils pouvaient tuer plus rapidement Twitter. À titre d'exemple, si je comprends bien, il faudrait que je vérifie quand même ce que j'utilise comme code. TweetDeck, c'est mort. C'était fait. Non, notre veille technologique que nous publions de manière automatique sur Twitter, eh bien, c'est mort. Donc, on vous conseille d'aller sur Mastodon, puisque c'est comme ça, parce que là, vous allez retrouver notre veille, ou même sur Telegram, vous retrouver notre veille technologique, vous nous trouvez très facilement. On a mis les liens dans le blog lestechno.be, donc vous pourrez nous retrouver là de manière tout à fait facile, et ça ne vous prendra pas de temps, ça ne vous coûtera rien, et ça ne vous prendra pas de temps de vous abonner au compte des technos pour continuer à recevoir notre veille technologique quotidienne et rester ainsi informé un peu comme nous on le fait de manière quotidienne. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il nous veut pas nos contenus, il veut pas qu'on partage des contenus, il veut pas qu'on fasse vivre sa plateforme. Eh ben, il va aller se promener, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Les autres se promènent, ils font spill. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais on l'a publié dans notre veille. Oui. C'est tous les anciens, parce qu'à force de licencier tous les gars de la même boîte, ils se retrouvent tous au chômage. Bah, bien sûr. Et donc forcément, on connaît bien ce truc. On va faire le même. Alors après, l'avenir de Twitter n'est peut-être pas un autre Twitter. Il faut être honnête aussi. Il y a peut-être d'autres choses à faire tant qu'à créer un nouveau réseau social, reproduire le schéma de Twitter, et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs à Mastodon, qui est un peu trop proche, selon certains, de Twitter, même si c'est quand même fort différent, puisque c'est décentralisé. C'est peut-être pas la meilleure idée d'essayer de refaire la même chose. Mais bon, après, chacun essaye, teste le truc et voit ce que ça donne. Et c'est sûr MySpace, ils essayent MySpace. MySpace, le nom est libre. Oui. Ou un Twitter Plus, ça a bien marché chez Google. Google Plus. Oui, c'est juste. J'ai revu le Google Plus sur un site internet de quelqu'un, je sais plus qui c'est, mais il faut que je me rappelle parce que. Mais il marchait bien, ce réseau. Il y avait personne dessus, mais il marchait bien. Oui, mais c'est justement, ne s'use que lorsqu'on s'en sert, comme on dit. Donc et là on s'en est pas servi. Mais oui, nous y était. Et je sais que certains de nos auditeurs défendaient bec et ongle ce vieux réseau social. Il était vraiment bien foutu. Il y a des ex d'Instagram qui ont fait un nouveau réseau social aussi, c'est tombé aujourd'hui aussi. Donc la même journée, on a eu les anciens d'Instagram font un nouveau truc, les anciens de Twitter font un autre truc. Il y a le créateur de Twitter qui avait proposé aussi une solution décentralisée également. J'oublie son nom maintenant. L'API et la data, c'est vraiment le sang de l'informatique. Il y a un adage qui dit qu'une fois qu'une API est sortie, elle doit rester pour toujours, parce que c'est ça qui permet la compatibilité entre les systèmes. Et je travaille pour une boîte qui maintient des API qui ont 20 ans, elles sont plus documentées, il y a des nouveaux clients, les voient pas, savent pas que ça existe, mais tant qu'il y a toujours 2 technos qui l'utilisent, le truc est là et il continue de fonctionner et on va pas déprécier quelque chose. Une API, une fois qu'on la sort, c'est pour toujours. Donc fermer une API, pour moi, c'est un acte de rébellion grave. Elles existent toujours, mais elles évoluent. Il faut être de bon compte. Elles peuvent évoluer aussi, simplement parce que elles évoluent, mais en restant compatibles, bien sûr. Rester compatible. Ça veut dire ne pas casser les choses qui ont été construites sur cette API. Oui. Et donc là, ils le cassent, puisque elles existeront toujours, vous pouvez me dire. Alors, je voyais quelqu'un sur Twitter, justement, qui disait ça va être comme d'autres choses, parce que c'est pas le premier truc qu'Elon casse chez Twitter. Et puis, très vite derrière, il se rend compte que ça énerve tout le monde, et il fait machine arrière. Donc, il faut un peu temporiser. Dans 9 jours, on verra bien. Enfin, dans 7 jours, là, maintenant, on verra bien. Et puis après, si ça se trouve, il fera machine arrière pour une raison X ou Y. Mais là, il est capable de... Et l'autre chose, c'est laisser une semaine de notices en avance aux développeurs. C'est royal, quoi. Une semaine, que demander de plus? Non, mais c'est super pratique. Ça donne vraiment envie de changer des API. Si on doit les changer, on prévient 1 an à l'avance. Mais on prévient pas une semaine à l'avance. D'autant plus qu'il y a des boîtes dont c'est le business model. Moi, je pense à Buffer, par exemple, que j'utilise pour poster sur les réseaux sociaux à des moments donnés ou pour pouvoir écrire les messages en avance. Ces boîtes-là gagnent de l'argent grâce à ça. Pas que Twitter, heureusement pour eux.
Mais ça va impliquer, ça va avoir des conséquences pour d'autres sites web aussi, tous les sites d'analytics, etc. Il y a des chercheurs qui font des thèses en politique, en comportement social, en psychologie, en analysant le flux de Twitter. On entraîne des intelligences artificielles avec le flux de Twitter. Tous ces usages-là ne seront plus possibles, en tout cas plus gratuitement. Alors oui, mais est-ce qu'il était bien logique que ce soit gratuit ? Ça, c'est l'autre question. On peut honnêtement se la poser, parce que, allant par là, Google a fait la même chose sur certaines API. Je pense à Google Maps, par exemple, qui était relativement ouvert, qui est devenu payant à un moment donné. C'était il y a quelques années maintenant. Ouais. Je parle sur le contrôle, enfin sur vos contrôles tous les deux. C'était devenu impayable pour les développeurs d'applications qui se servaient de la map Google dans leurs applications, et ils ont dû très vite faire machine arrière et trouver une solution. C'est pour ça qu'il faut jamais sortir une API gratuite dès le départ. Il faut la faire payante au début, et puis éventuellement la faire gratuite si le business model le permet derrière. En partie gratuite, ou avec des limitations vers gratuit. En revanche, dans l'autre sens, c'est lever de bouclier. Google fait ça relativement bien finalement, parce qu'il y a une part d'accès gratuit ou limité dans le temps, ou limité par nombre de requêtes, etc., qui permettent, comme tu disais, à des étudiants de se faire la main dessus, des bricoleurs comme moi ou d'autres, de pouvoir tester des idées, tester du code, sans rentrer dans un modèle industriel, quoi. Google a fait mieux que ça, même. Hein. Suivant ton statut, tu peux demander en tant que ASBL, NGO, etc. Oui. Je suis dans une ASBL en Belgique. Et l'ASBL a été reconnue en 3 minutes via un partenaire à Google, et il te donne accès à tout gratuitement. Oui. Après, voilà, faut pas abuser du truc, mais Google est assez généreux, tout en étant assez ambitieux sur le business pour faire payer les API. Donc, ils ont trouvé un compromis qui marche assez bien là-dessus. Sachant qu'elle partait effectivement de gratuit, mais OpenStreetMap a pris par contre une certaine dose du marché en quelques années. Donc, ils ont perdu quand même aussi beaucoup de marché. Je pense qu'ils s'en foutaient. Et c'est suffisamment rentable. Mais OpenStreetMap, c'est pas mal développé. Versus ici Twitter, Mastodon ou d'autres vont se développer, parce que je parlais du hack entre guillemets sur YouTube, avec le gars qui postait de manière automatique des vidéos, il le faisait via l'API. Ça aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, parce que ça marche toujours avec un nombre de points, et uploader une vidéo sur YouTube, même si on y a accès gratuitement, on est limité en nombre de points, donc ça dépend un peu du volume du fichier, etc. qu'on va transférer, et donc on ne peut pas en abuser, si ce n'est qu'à partir d'un certain stade, si on considère que ça devient un stade industriel, parce qu'on a une grosse boîte de production qui envoie beaucoup de fichiers vidéo sur la plateforme, à ce moment-là, on met la main à la poche et on paye un peu pour pouvoir automatiser le workflow, et on est content comme ça on n'est pas obligé de payer les petites mains pour le faire à la main dans le back-office, quoi. C'est un peu ça l'idée aussi. Donc voilà, tout ça part du bon sens. Maintenant, faire ça en une semaine et mettre les gens au pied du mur en une semaine, la méthode est très discutable. On va dire ça comme ça. On a plein d'autres choses à dire aussi, on a d'autres sujets sous le coude, mais on va le mettre dans le bonus, comme on le fait souvent, parce qu'il y aura un bonus évidemment, il est peut-être déjà là, donc n'hésitez pas à le consommer comme nos épisodes. Le bonus 387, ce sera avec les deux mêmes Zigemar, si vous voyez ce que je veux dire, donc ne le loupez pas, ça ne dure que 15 minutes un bonus, donc on ne prendra pas beaucoup plus de votre temps. On a juste encore un peu le temps pour une citation, j'en ai plus beaucoup en stock, donc autant les... Je purge mon tableau citation. Innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées. Et c'était, paraît-il, Steve Jobs qui disait ça. Vous avez entendu cette citation de Steve Jobs, non ? Pas celle-là, non. Pas celle-là, non, on a entendu plein. Non, la seule que je connais, c'est « Oh, wow ». C'est de lui. Tu la connais pas, celle-là ? Non. Il avait dit ça. C'est la dernière phrase qu'il a dit sur son lit de mort à sa sœur. Wow. Ok, bon. C'est tout à fait possible. Je n'étais pas là. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme toujours, les pouces, les étoiles, etc. C'est notre seul salaire, vous le savez, les commentaires. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Et on se dit donc à très vite.